J'ai gagné 400 millions à la loterie. Après des années à avoir été traitée comme un fardeau, j'ai testé ma famille. J'ai appelé en disant que j'avais besoin d'argent pour mes médicaments. Mon fils m'a bloqué. Ma fille s'en fichait. Mais mon petit-fils de 20 ans a conduit 400 miles avec ses derniers 500 dollars. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé. Le ticket de loterie est resté dans mon sac à main pendant 3 jours avant que je n'en vérifie les numéros. À 72 ans, j'achetais un ticket chaque mardi depuis 15 ans. Depuis le décès de mon mari, Gérald, c'était moins une question de gagner que d'avoir quelque chose à attendre avec impatience. Un petit rituel qui donnait une forme à mes semaines. J'étais assise dans mon petit appartement de Columbus, dans l'Ohio, mangeant seul mon dîner comme d'habitude, quand j'ai enfin consulté les numéros gagnants sur ma vieille tablette. Le premier numéro correspondait, puis le deuxième. Ma fourchette a cliqueté contre l'assiette. Troisième numéro, quatrième, cinquième, sixième. Tous, absolument tous. 400 millions de dollars. Ma main tremblait si violemment que j'ai failli faire tomber la tablette. J'ai vérifié encore et encore. J'ai dû vérifier ces numéros 20 fois avant que la réalité ne commence à s'imposer. J'avais réellement gagné le plus gros jackpot de l'histoire de l'Ohio. La première personne à qui j'ai pensé à appeler fut mon fils Mitchell. Puis je me suis arrêtée, le doigt survolant son contact. Une pensée grandissait en moi depuis des mois. Être des années. Un soupçon douloureux et persistant sur la place que j'occupais réellement dans la vie de mes enfants. J'ai décidé d'attendre. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau de la loterie à Cleveland. Le processus a pris des heures. Paperasse, avocat, conseiller financier, consultation de sécurité. J'ai choisi l'option du versement unique et, après impôt, je suis reparti avec 240 millions. Les responsables de la loterie ont proposé de m'aider à gérer l'attention des médias. L'Ohio était l'un des rares États à le permettre, et j'avais l'intention d'en profiter pleinement. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à planifier. Mitchell avait 50 ans et travaillait comme directeur régional pour une entreprise pharmaceutique. Il gagnait bien sa vie, vivait dans une belle banlieue de Chicago avec sa femme Denise et leurs 2 filles. Nous nous parlions peu, être une fois par mois, et ces conversations duraient rarement plus de 5 minutes. Il était toujours occupé, toujours au milieu de quelque chose d'important. Ma fille Patricia avait 48 ans. Elle avait épousé un dentiste nommé Roger et vivait dans une vaste maison à Austin, au Texas. Ils avaient un fils, mon petit-fils, Nathan. Patricia appelait encore moins souvent que Mitchell, peut être toutes les 6 semaines, et seulement quand elle avait besoin de quelque chose ou voulait se plaindre de son mari. Mais Nathan, mon doux Nathan, il avait 20 ans, fréquentait une université locale à San Antonio, tout en cumulant 2 emplois à temps partiel. Il m'appelait tous les dimanches sans faute, juste pour parler, pour me demander comment j'allais, pour me raconter sa semaine. Lors de sa dernière visite à Noël, il avait conduit 8 heures dans chaque sens, juste pour passer 2 jours avec moi. Il avait apporté ses propres provisions pour que je n'aie pas à dépenser d'argent pour le nourrir. Le plan s'est formé lentement, soigneusement. J'allais les tester, vraiment les tester, non pas avec un stratagème élaboré, mais avec une demande simple et honnête que tout parent devrait pouvoir faire à ses enfants. J'allais leur dire que j'avais besoin d'aide pour mes frais de médicaments. Rien d'extravagant, juste assez pour voir qui se manifesterait. 3 semaines après avoir gagné, j'ai appelé Mitchell en premier. C'était un jeudi soir vers 19 heures, à son heure. « Maman ?» Il semblait surpris. Nous ne nous parlions pas habituellement en dehors de notre programme mensuel. « Bonjour, mon chéri. Je suis désolée de te déranger. Qu'est-ce qui ne va pas, encore ? Je suis allée chez le médecin la semaine dernière. Mon traitement pour l'hypertension doit être ajusté et la nouvelle prescription n'est pas entièrement couverte par Medicare. Il me manque environ 500 dollars ce mois-ci. J'ai gardé ma voix petite. Excusez. Un silence s'est étiré entre nous. J'entendais une télévision en arrière-plan, des voix qui riaient. « Maman,
On en a déjà parlé. Tu dois mieux gérer ton budget. Denise et moi avons nos propres dépenses. Les filles vont bientôt entrer à l'université. Je comprends. Est-ce que tu as regardé les programmes d'assistance? Il y a des ressources pour les seniors? Je peux t'envoyer des liens. Ma poitrine s'est serrée. J'ai essayé. Il y a des listes d'attente. J'ai juste besoin d'un peu d'aide jusqu'à... Je ne peux vraiment pas pour le moment. Nous venons d'acheter une nouvelle voiture et le moment est mal choisi. Peut être le mois prochain. Il a marqué une pause. Écoute, je dois y aller. On va passer à table. Bien sûr. Je t'aime. Ouais, moi aussi. La ligne a coupé. Je suis restée assise là, fixant mon téléphone pendant un long moment. Une partie de moi s'attendait exactement à cela, mais l'entendre faisait tout de même l'effet d'un coup physique. Le lendemain, j'ai appelé Patricia. Mère, dit-elle, elle ne m'appelait plus maman. Ce n'est pas vraiment le moment. Je ferai vite. Je suis allée chez le médecin et le coût de mes médicaments a augmenté. Il me manque environ 500 $. J'espérais bêler. Sérieusement, tu m'appelles pour de l'argent? Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Est-ce que tu as une idée de ce que les choses coûtent de nos jours? Roger et moi venons de faire installer une nouvelle piscine. Tout est cher. Tu ne peux pas simplement puiser dans tes économies? Je n'ai pas vraiment d'économie, ma puce. Tu sais, je vis avec la sécurité sociale. Elle a soupiré dramatiquement. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire. Tu aurais être dû mieux planifier ta retraite. Pourquoi tu ne demandes pas à Mitchell? Je l'ai fait. Il a dit qu'il ne pouvait pas m'aider pour l'instant. Alors moi, je ne peux certainement pas. On essaie d'économiser pour un voyage en Europe cet été. Tu trouveras une solution. Tu y arrives toujours. Son ton suggérait que j'étais manipulatrice. Je dois y aller. Roger m'appelle. Elle a raccroché avant que je puisse dire au revoir. 2 sur 2. Mes propres enfants, tous deux prospères et à l'aise, ne pouvaient pas se permettre de donner 500 $ pour les médicaments de leur mère. Ou plutôt, ils ne le voulaient pas. J'ai attendu le dimanche pour appeler Nathan. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Comme toujours. Grand-mère, je pensais justement à toi. Comment tu te sens? Rien que d'entendre sa voix, j'ai eu les yeux qui piquaient. Je vais bien, mon chéri. Et les cours? Nous avons parlé pendant 20 minutes de ses classes, de ses boulots, d'une fille qu'il avait rencontrée en cours de biologie. Il posait des questions détaillées sur ma semaine, écoutant vraiment mes réponses. Enfin, j'ai évoqué les médicaments. Mon chéri, j'ai horreur de te demander ça, mais je suis dans une impasse. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai expliqué la situation, gardant les mêmes détails. 500 $, dit-il. Grand-mère, bien sûr que je peux t'aider. Je reçois ma paye du restaurant demain. J'ai environ 520 $ sur mon compte courant. Tu peux tout prendre. Ma gorge s'est nouée. Tu es ma grand-mère. Je t'aime. Qu'est-ce que je ferais d'autre? Te laisser sans médicaments? Il disait cela comme si la réponse était évidente. En fait, tu sais quoi? Je viens te voir. Je peux t'apporter l'argent en personne. Pour m'assurer que tu vas vraiment bien. Le docteur a parlé de tension artérielle, c'est ça? C'est sérieux. Nathan, tu n'as pas besoin de faire toute cette route. Tu peux juste faire un virement. Je veux te voir de toute façon. Ça fait trop longtemps. Je partirai après mon service demain soir. Je devrais être là samedi matin. C'est un voyage de 400 miles, mon chéri. Et alors? Après avoir raccroché, j'ai pleuré pour la première fois depuis la mort de Gérald. Pas des larmes de tristesse, mais de colère. Comment avais-je pu élever 2 enfants devenus si froids? Mais d'une manière ou d'une autre, mon petit-fils était devenu cette personne. Cette âme gentille et généreuse qui conduirait toute la nuit pour moi. Le samedi matin est arrivé. J'avais à peine dormi, repassant tout dans mon esprit. Nathan s'est garé à 8h30 dans sa Honda Civic cabossée, l'air épuisé mais souriant. Il m'a serré fort, comme il le faisait depuis qu'il était petit. « Laisse-moi te regarder », ai-je dit, le tenant à bout de bras. « Tu es trop maigre. Est-ce que tu manges assez? » « Je vais bien, grand-mère. Arrête de t'inquiéter pour moi.
Je suis là pour m'inquiéter de toi. Nous nous sommes assis dans mon petit salon, et il m'a tendu une enveloppe avec 500 $ en liquide. Je me suis arrêtée à un distributeur à Cincinnati, a-t-il dit. Je me suis dit que le liquide serait plus simple qu'un chèque. J'ai pris l'enveloppe, la pesant dans mes mains. Cela représentait des semaines de travail pour lui. Les pourboires du restaurant, les heures à la librairie du campus, son argent pour l'essence, sa nourriture, tout son avoir. Nathan, ai-je dit, je dois te dire quelque chose. Il m'a regardé avec ses yeux honnêtes, qui ressemblaient tant à ceux de son grand-père. Je n'ai pas besoin de cet argent. La confusion a traversé son visage. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, j'ai testé tes parents. Et toi, ai-je continué? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'application bancaire que j'avais configurée, celle affichant les gains de la loterie. J'avais répété comment expliquer cela, mais les mots semblaient encore irréels en sortant de ma bouche. Ses yeux se sont agrandis à mesure qu'il assimilait les chiffres. Grand-mère, c'est vrai, j'ai gagné la loterie il y a un mois. 400 millions avant impôt, 240 après. Nathan fixait l'écran. Je le suis. Et je vous ai testé, ai-je dit. Il n'était pas en colère, juste assommé, essayant de comprendre. J'ai appelé ton père et ta mère d'abord, ai-je dit doucement. Je leur ai dit exactement la même chose qu'à toi, que j'avais besoin de 500 $ pour mes médicaments. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai raconté les deux conversations, mot pour mot. La surprise a fait place à la déception, puis à quelque chose de plus dur, quelque chose qui s'est installé profondément en lui. Ils ne t'ont pas aidé, dit-il calmement. Ton père m'a envoyé des liens vers des programmes de charité. Ta mère m'a dit que j'aurais dû mieux planifier. Nathan s'est levé et a commencé à faire les 100 pas dans mon petit salon. Mais tu as dit que tu les testais. Tu leur as donné le même test. Je leur ai donné la chance de se manifester. Ai-je répondu. Ils ont échoué. Tu as conduit 400 000 avec de l'argent que tu ne pouvais pas te permettre de donner. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il s'est rassis, passant ses mains dans ses cheveux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, je change mon testament, ai-je dit calmement. J'ai déjà parlé à un avocat spécialisé. La maison que j'achète, le fonds fiduciaire que je mets en place, les comptes d'investissement, tout te revient. Tes parents ne reçoivent rien. Grand-mère, laisse-moi finir, ai-je dit en lui serrant les mains. Je ne fais pas ça par cruauté. Je fais ça parce que tu es le seul qui m'as aimé quand je n'avais rien à donner. Tu es le seul qui s'est manifesté. Des larmes ont coulé sur ses joues. Je sais que tu ne l'as pas fait, ai-je dit. C'est exactement pour ça que c'est toi qui l'as. Au cours des mois suivants, les choses ont bougé rapidement. J'ai acheté une magnifique maison dans une banlieue calme de Columbus. Rien de tape, à l'œil, rien d'excessif, juste confortable. 4 chambres, une vraie cuisine et un jardin. Nathan m'a aidé à emménager pendant ses vacances de printemps. Le processus de recherche de maison avait été une aventure. Mon agent immobilier, une femme perspicace, nommée Teresa, n'a pas posé de questions quand je me suis présentée avec une préapprobation pour un achat au comptant. Elle m'a montré 15 propriétés avant que je ne trouve la bonne. Elle avait une véranda où je pouvais lire le matin et un jardin avec assez d'espace pour le potager que j'avais toujours voulu, mais pour lequel je n'avais jamais eu de place dans mon appartement. Nathan est arrivé le jour où les déménageurs sont venus. Il avait pris congé de ses 2 emplois, insistant sur le fait qu'il voulait aider. Nous avons déballé des cartons ensemble, lui me racontant des histoires sur ses cours pendant que nous rangions les livres sur les étagères. Il a trouvé une photo de Gérald et moi le jour de notre mariage, tous deux jeunes et pleins d'espoir. J'aurais aimé mieux connaître grand-père, dit-il doucement. Tu n'avais que 5 ans quand il est parti, ai-je dit. Mais il t'aimait tellement. Tu as ses yeux, tu sais, et son cœur. Nous avons accroché la photo dans le salon, juste au-dessus de la cheminée. Mettre en place le fonds fiduciaire était plus complexe que d'acheter la maison.
Mon avocat, un homme méticuleux nommé Lawrence Sterling, m'a guidé à travers chaque détail. Il avait déjà géré des successions pour des gagnants de loterie et savait exactement comment structurer les choses pour protéger l'avenir de Nathan. Vous êtes certaine d'exclure vos autres enfants? M'a-t-il demandé lors d'une de nos réunions. Complètement certaine. Il risque de contester la réclamation, influence indue ou incapacité mentale. Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je fais faire une évaluation psychologique complète. Je veux des documents prouvant que je suis saine d'esprit. J'avais déjà pris rendez-vous avec 2 psychiatres différents. Tous deux ont évalué mes compétences mentales. Tous deux ont conclu que j'étais plus lucide que jamais. Lawrence a hoché la tête d'un air approbateur. Intelligent, très intelligent. Vous rendez cela extrêmement difficile à contester. Le fonds pour Nathan a été structuré en paliers. Un accès immédiat au fonds pour l'éducation et les dépenses courantes. Des distributions plus importantes à 25, 30 et 35 ans. Le contrôle total du capital restant à 40 ans. Lawrence a suggéré cette approche pour s'assurer que Nathan reçoive des conseils à mesure qu'il mûrissait, sans être submergé par trop d'argent trop tôt. J'ai également créé une fondation au nom de Gérald, axée sur l'aide aux personnes âgées pour le paiement de leurs médicaments et de leurs soins de santé. L'ironie ne m'échappait pas. La fondation Gerald Morrison a reçu 50 millions de dollars au départ, et d'autres fonds suivront de ma succession. J'ai engagé un directeur, un ancien travailleur social nommé Thomas, qui comprenait exactement ce à quoi les seniors étaient confrontés lorsqu'ils devaient choisir entre leurs médicaments et la nourriture. Notre première réunion de conseil d'administration a été émouvante. Thomas a présenté des données sur le nombre de personnes âgées aux États-Unis qui sautent des prises de médicaments en raison du coût. Les chiffres étaient stupéfiants, des centaines de milliers de personnes, exactement comme ce que j'avais prétendu être, faisant des choix impossibles chaque mois. Nous pouvons faire une réelle différence, a dit Thomas, les yeux brillants de passion. Avec ce financement, nous pouvons aider des milliers de personnes immédiatement. Alors, commençons, ai-je répondu. Nathan a été transféré à l'Université d'État de l'Ohio, au SU, cet automne-là, avec une spécialisation en commerce. J'ai proposé de lui prendre un appartement près du campus, mais il a insisté pour quelque chose de modeste. Nous avons trouvé un 2 pièces qu'il pouvait se payer avec son allocation du fonds, même s'il aurait pu acheter l'immeuble entier. Je ne veux pas être ce genre de gars, a-t-il expliqué, celui qui a soudainement de l'argent et agit comme s'il était meilleur que tout le monde. Tu ne pourrais jamais être ce gars-là, lui ai-je dit. Pourtant, il a dit, je veux mériter les choses. L'aide pour les études est incroyable, vraiment incroyable. Mais j'ai besoin de sentir que je construis quelque chose par moi-même aussi. Il a quand même pris un emploi à temps partiel à la bibliothèque du campus. Pas parce qu'il avait besoin d'argent, mais parce qu'il voulait une structure. Je n'avais jamais été aussi fière. Il venait toujours dîner chaque dimanche. Certaines choses n'avaient pas besoin de changer. Je cuisinais ses plats préférés, rôti de bœuf avec purée de pommes de terre et tarte aux pommes pour le dessert. Nous mangions et parlions pendant des heures de tout et de rien. Il me parlait de ses cours, de ses amis et d'une fille nommée Rebecca qu'il avait rencontrée dans son cours d'économie. Elle fait du bénévolat dans un refuge pour sans-abri, a-t-il dit, le visage illuminé tous les samedis matins, juste parce qu'elle pense que c'est important. Elle a l'air spéciale. Elle l'est, a-t-il dit en rougissant, ressemblant tellement à Gérald quand nous nous étions rencontrés pour la première fois. Lors d'un de ces dîners, environ 6 mois après le déménagement, Nathan a évoqué ses parents. « Tu as eu des nouvelles de papa récemment » a-t-il demandé prudemment. « Pas depuis ce premier appel, ai-je dit. Il m'a posé des questions sur toi la semaine dernière, a dit Nathan. Il voulait savoir si tu avais mentionné des problèmes de santé ou des soucis de médicaments. Nathan a marqué une pause. Je pense qu'il sait que quelque chose a changé. Nathan a continué.
Il posait des questions bizarres sur l'endroit où tu habites maintenant. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu allais bien, a dit Nathan. Que tu avais emménagé dans un endroit plus sympa. Je n'ai pas mentionné la loterie. Je me suis dit que si tu voulais qu'ils sachent, tu leur dirais toi-même. Merci pour ça, ai-je dit. Nathan a poussé la nourriture dans son assiette. Est-ce que tu penses que tu leur diras un jour pour l'argent? Finalement, ils finiront par le savoir. Les gens parlent. Quelqu'un verra quelque chose, fera le lien. J'ai bu une gorgée d'eau, mais je ne suis pas pressée. Ça va être moche quand ils le découvriront. Je le sais, ai-je dit calmement, mais c'est leur problème, pas le mien. Il a hoché la tête lentement. Maman m'a appelé aussi, a-t-il ajouté. Pour la première fois en 6 mois, elle aussi demandait de tes nouvelles, d'une manière vague et désinvolte, comme si elle cherchait des informations. Ils sentent que quelque chose a changé, ai-je dit. C'est bizarre de leur cacher ce secret. Tu ne caches pas un secret, ai-je dit. Le premier grand événement de la Fondation a été une foire d'assistance médicale. Nous avons loué un centre communautaire et invité les seniors à venir découvrir nos programmes. Plus de 300 personnes sont venues. Je faisais du bénévolat à la table d'inscription. Juste une autre femme aux cheveux gris, en chaussures confortables. Un homme âgé s'est approché, s'appuyant lourdement sur une canne. Ses mains tremblaient pendant qu'il remplissait les formulaires. « Pour quel médicament avez-vous besoin d'aide, monsieur » ai-je demandé doucement. « Pour le diabète » a-t-il dit. « C'est presque 900 $ par mois, et je n'en reçois que 1200 de la sécurité sociale. » Sa voix s'est brisée. « Ma fille dit que je devrais juste prendre des demi-doses pour que ça dure plus longtemps. Ma poitrine s'est serrée. « Nous pouvons vous aider » ai-je dit. À la fin de la journée, nous avions inscrit 240 personnes à des programmes d'assistance. Thomas était aux anges. J'avais le cœur brisé et plein d'espoir à la fois, brisé parce que tant de gens avaient besoin d'aide, pleine d'espoir parce que nous pouvions la leur apporter. Je pensais constamment à Mitchell et Patricia pendant ces événements. Comme ils auraient pu m'aider facilement, comme ils auraient pu aider les autres mais avaient choisi de ne pas le faire. La distance entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils auraient pu être me semblait immense. Noël de cette première année a été calme. Nathan est venu avec Rebecca. Elle était charmante, chaleureuse et sincère, avec un rire facile. Elle a apporté des biscuits faits maison et un cadeau qu'elle avait clairement choisi avec soin. Nathan dit que vous avez des histoires incroyables sur votre vie, a-t-elle dit. J'ai pensé que vous aimeriez peu. Être en mettre quelques-unes par écrit. C'est très attentionné, ma chère, ai-je dit. Nous avons passé la soirée à jouer à des jeux de société et à regarder de vieux films. Rebecca s'est intégrée parfaitement à notre petite famille. Elle n'a pas posé de questions sur la maison ou l'argent. Elle semblait juste heureuse d'être là. Après leur départ, je me suis assise seule dans mon salon, regardant le sapin de Noël que Nathan avait insisté pour que nous décorions ensemble. Aucun appel de Mitchell ou Patricia, pas même un SMS, juste le silence. J'ai ouvert le journal que Rebecca m'avait offert et j'ai commencé à écrire sur Gérald, sur l'éducation de Mitchell et Patricia, sur l'éloignement progressif, les appels manqués, les anniversaires oubliés, sur Nathan et ses visites du dimanche, sur le ticket de loterie et le test. Tout mettre par écrit rendait les choses réelles d'une manière inédite. Je voyais clairement le schéma. Des années de négligence ponctuées par de brefs moments où mes enfants se souvenaient de mon existence, généralement quand ils avaient besoin de quelque chose. Une baby-sitter pour les petits-enfants, quelqu'un à qui décharger leurs problèmes. Une carte d'anniversaire, avec un chèque à l'intérieur. Jamais juste pour parler. Jamais juste, parce qu'il m'aimait. Le journal est devenu une habitude. J'y écrivais plusieurs fois par semaine, documentant tout. Laurence m'avait suggéré de tenir des registres au cas où Mitchell ou Patricia essaieraient de prétendre que j'étais incompétente quand ils finiraient par apprendre pour la loterie. Mais c'est devenu plus que cela. C'est devenu une thérapie, un moyen de traiter des décennies de douleur que j'avais refoulées. Nathan
a remarqué le changement en moi. Tu as l'air plus légère, d'une certaine façon, a-t-il dit un dimanche. Je pense que je lâche enfin prise sur des choses que j'aurais dû libérer il y a des années, ai-je dit. La culpabilité que je portais, me demandant si j'avais été une mauvaise mère, si j'avais fait quelque chose de mal pour qu'il soit si distant. J'ai souri à Nathan. Écrire aide. Le cadeau de Rebecca était plus sage qu'elle ne le pensait. Le printemps est arrivé, et avec lui ma première tentative de potager. Je n'avais jamais eu d'espace pour cela auparavant, et je m'y suis jetée avec enthousiasme. Tomates, poivrons, courgettes, herbes aromatiques, Nathan m'a aidé à construire des bacs surélevés, se mettant de la terre sous les ongles et riant quand je l'ai aspergé accidentellement avec le tuyau. Grand-père aurait adoré ça, dit-il en contemplant notre travail. Il aurait adoré. Ai-je acquiescé? Il a toujours voulu un jardin lui aussi. On en parlait pour notre retraite. La retraite était arrivée avec des factures médicales et un revenu fixe. Un jardin m'avait semblé être un luxe. Ce n'est pas un luxe, a dit Nathan. Oui, ai-je dit, regardant les rangées de terre prêtes pour les graines. Mitchell et Patricia n'en avaient aucune idée. Nous maintenions un contact minimal. Ils n'ont jamais demandé si j'avais réglé la situation de mes médicaments. Ils ne m'ont jamais rappelé. J'aurais pu être mourante sans qu'ils le sachent. 1 an et demi après avoir gagné, Mitchell m'a appelé à l'improviste. C'était un mardi après-midi. « Maman, j'ai réfléchi, a-t-il dit. On ne te voit pas assez. Pourquoi ne viendrais-tu pas passer Thanksgiving avec nous cette année? Les filles adoreraient voir leur grand-mère. » Quelque chose dans son ton sonnait faux. « C'est gentil, Mitchell, ai-je dit. Mais je fais en fait Thanksgiving ici cette année. Nathan vient. » Nathan? Il semblait surpris. « Vous êtes proches, tous les deux? » Très proches, ai-je dit. Il me rend visite tout le temps. Eh bien, peu. Être qu'on pourrait venir là, a-t-il dit. Ça fait une éternité que je n'ai pas vu ton appartement. C'est assez petit, Mitchell, ai-je dit. Je ne pense pas pouvoir loger tout le monde. Oh! La déception a percé dans sa voix. Eh bien, peu, être qu'on pourrait au moins passer te voir un de ces jours. Voir comment tu vas? Bien sûr, ai-je dit. Peu. Être un jour. L'appel m'a tracassée. Mitchell ne suggérait jamais de visite. En fait, il les avait activement évitées pendant des années, prétendant toujours que le travail était trop prenant ou que les filles avaient des activités. Le soir même, j'ai appelé Nathan. « Ton père a appelé, » ai-je dit. « Il voulait venir pour Thanksgiving. C'est la première fois qu'il propose de venir en 3 ans. » Il y a eu un silence. « Est-ce que tu lui as parlé de l'argent ?» ai-je demandé. « Non, » a dit Nathan rapidement. « Mais je me demande s'il a entendu quelque chose. Ta mère m'a appelé la semaine dernière aussi, » a ajouté Nathan. Elle aussi s'intéressait soudainement à mon bien. Nathan a gardé le silence un instant. J'ai peu. Être fait une gaffe. Grand-mère, mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa a appelé il y a quelques semaines, a-t-il dit. Il posait des questions sur toi. Et j'ai mentionné que tu avais emménagé dans un endroit plus sympa. J'ai fermé les yeux. Je ne lui ai pas donné l'adresse ni rien, a précisé Nathan. Mais j'ai dit que tu semblais vraiment heureuse et que tu avais arrangé une maison avec un jardin. Il a soupiré. Il s'est vraiment intéressé après ça. A commencé à demander comment tu pouvais te le permettre, si tu avais reçu un héritage ou quelque chose du genre. Qu'est-ce que tu as dit? Que je ne connaissais pas tes finances, dit-il, ce qui est techniquement vrai. Je sais pour la loterie, mais je ne connais pas tous les détails. Je suis désolé, dit-il. J'aurais dû être plus prudent. Tout va bien, mon chéri, ai-je dit. Ils allaient finir par le savoir un jour ou l'autre. Ça accélère juste les choses. Il y a eu une longue pause. Es-tu prête pour qu'il sache? A demandé Nathan. J'y ai réfléchi. La maison était achetée. Le fonds était établi. La fondation tournait. Le testament était blindé, revu par 3 avocats différents. Les évaluations psychologiques étaient terminées et archivées. Toutes les pièces étaient en place. Oui, ai-je dit.
2 semaines plus tard, Patricia a appelé. Mère, dit-elle, Roger et moi prévoyons un voyage en Ohio le mois prochain. Nous avons pensé passer te voir, t'emmener dîner. Ce serait charmant, ai-je dit. Super, a-t-elle répondu. Nathan a mentionné que tu avais déménagé. Pourrais-tu m'envoyer ta nouvelle adresse? Elle l'a eue. Quand je lui ai envoyé l'adresse par SMS, elle a répondu immédiatement. C'est un beau quartier, a-t-elle écrit. Tu as déménagé? J'ai trouvé un meilleur endroit, ai-je répondu. Plus confortable pour mes vieux os. Elle n'a plus répondu après cela. Je pouvais l'imaginer en train de vérifier la valeur des propriétés, faisant les calculs, essayant de comprendre comment sa mère avec la sécurité sociale pouvait s'offrir une maison dans cette zone. J'ai passé les jours suivants à me préparer. Non pas physiquement la maison était toujours propre, mais mentalement et émotionnellement. J'ai répété ce que je dirais. J'ai revu la chronologie dans mon esprit. Le gain à la loterie, le test, leurs échecs, la loyauté de Nathan. Lawrence a appelé pour prendre des nouvelles. Êtes-vous sûr de vouloir leur dire directement? A-t-il demandé. Vous pourriez les laisser l'apprendre par d'autres canaux. Non, ai-je dit. Je veux voir leur visage quand ils réaliseront ce qu'ils ont perdu. C'est assez froid, a-t-il dit. Est-ce que ça l'est? Ai-je demandé. Ou est-ce juste honnête? Il n'a pas eu de réponse. Ils se sont présentés un samedi après-midi, Patricia et Roger, à l'improviste. Bien que le dîner ait été prévu pour la semaine suivante, j'étais dans mon jardin quand ils se sont garés avec leur Mercedes, en train de m'occuper de mes plants de tomates. Le jardin était devenu mon refuge. Un endroit où les choses poussent si on s'en occupe correctement, contrairement aux relations. Apparemment, le visage de Patricia quand elle a vu la maison était impayable. Choc, confusion, suspicion, tout se lisait sur ses traits. Roger avait l'air mal à l'aise, comme s'il savait déjà que cette visite était une erreur, mais qu'il avait été entraîné malgré lui. « Mère, a dit lentement Patricia. Elle l'est, ai-je répondu. Ils m'ont suivi à l'intérieur, regardant partout, comme s'ils étaient dans un musée. Les meubles étaient beaux, mais pas extravagants. De l'art au mur que j'aimais vraiment. Pas des pièces chères choisies pour le statut, mais des peintures d'artistes locaux qui me parlaient. Un piano sur lequel j'apprenais à jouer quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps en élevant des enfants et en travaillant. Des livres partout. Enfin, assez d'étagères pour ma collection. Les yeux de Patricia accrochaient tout. Les parquets, la cuisine rénovée avec des comptoirs en granit, la véranda avec des meubles confortables et des plantes. Sa calculatrice mentale tournait à plein régime. « Comment as-tu pu t'offrir ça ?» a demandé Patricia, abandonnant tout semblant de subtilité. « J'ai réussi à me débrouiller. Tu as dit que tu n'avais pas d'économie. Tu as dit que tu ne pouvais pas te payer tes médicaments. J'ai versé de l'eau dans la bouilloire, prenant mon temps, laissant la tension monter. J'ai dit qu'il me manquait 500 $ ce mois-là, ai-je répondu calmement. Ce qui était vrai. D'une certaine manière, je vous testais. Tu nous testais? A-t-elle aboyé. J'ai appelé ton frère et toi quand j'avais besoin d'aide. Aucun de vous n'a pu me donner 500 $. Ou n'a voulu, mais Nathan a conduit 400 miles avec ses derniers 500 $ pour s'assurer que j'allais bien. Roger a bougé, mal à l'aise. Le visage de Patricia est devenu rouge de colère, remplaçant la confusion. « Alors quoi ?» a-t-elle exigé. « Tu nous as menti. Je vous ai donné l'opportunité de montrer que vous teniez à moi, ai-je dit. Vous avez échoué. C'est ridicule, a-t-elle dit sèchement. D'où vient l'argent? Sa voix montait. Le calme qu'elle portait habituellement comme une armure se fissurait. J'ai gagné à la loterie, ai-je dit. Le silence qui a suivi était assourdissant. La bouche de Patricia s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Les yeux de Roger se sont écarquillés. La bouilloire a commencé à siffler. Un son strident qui correspondait à la tension dans la pièce. « Tu as gagné la loterie !» a répété Patricia d'une voix atone. « Il y a 18 mois, et tu ne nous as rien dit. »
Je voulais voir qui m'aimait pour moi, ai-je dit. Il s'avère que seul Nathan l'a fait. Ce n'est pas juste, a dit Patricia, la voix aiguë. Nous sommes tes enfants. Exactement, ai-je répondu. Vous êtes mes enfants. Quand j'ai eu besoin de 500 $ pour mes médicaments, vous m'avez dit de mieux gérer mon budget et que vous économisiez pour un voyage en Europe. Mitchell m'a envoyé des liens vers des programmes de charité. J'ai versé le thé. Mes mains étaient stables malgré la colère qui me traversait. Vous savez pourquoi Nathan économisait quand je l'ai appelé? Ai-je continué. Rien. Il avait à peine 500 $ à son nom, mais il m'a tout donné sans hésitation. On ne savait pas que tu avais gagné à la loterie, a dit Patricia. C'était tout l'intérêt. J'ai posé la tasse de thé avec plus de force que nécessaire. Vous auriez dû m'aider de toute façon. Roger s'est levé. Non, a-t-elle dit en se tournant vers moi, son expression désespérée maintenant, la colère remplacée par la peur. Maman, on peut arranger ça. On a eu tort. D'accord, on aurait dû t'aider. Mais tu ne peux pas nous rayer de ta vie pour une seule erreur. Ce n'était pas une seule erreur, ai-je dit doucement. C'étaient des années d'appels téléphoniques écourtés, de visites pour lesquelles vous étiez trop occupés, d'anniversaires oubliés. Les médicaments n'ont été que la confirmation finale de ce que je savais déjà. J'ai croisé son regard. Je n'ai jamais été une priorité pour vous. J'étais une obligation, une case à cocher. Appeler maman une fois par mois pour ne pas se sentir coupable. Ce n'est pas vrai, a-t-elle protesté faiblement. À quand remonte la dernière fois où tu as appelé juste pour parler? À quand remonte la dernière fois où tu as visité sans avoir besoin de quelque chose? Elle n'a pas pu répondre. Nous savions tous les deux qu'il n'y avait pas de réponse. Roger s'est relevé. Patricia, on y va. Non, a-t-elle répété en se tournant vers moi. Alors, Nathan reçoit tout. Sa voix est devenue amère. Ton précieux, ton parfait petit-fils. Nathan reçoit ce qu'il a mérité, ai-je dit. Il s'est manifesté. Il s'en est soucié. Il m'a aimé quand je n'avais rien. On t'aime. A-t-elle dit. Ah bon? Ai-je demandé. Où est-ce que vous aimez les 240 millions? Elle n'a pas pu répondre à ça non plus. Ils sont partis peu après. Aucun thé n'a été bu. Aucun dîner n'a eu lieu. Mitchell a appelé le soir même. Patricia lui avait manifestement tout raconté. Maman, il faut qu'on parle de cette situation de loterie, a-t-il dit. Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas tout donner à Nathan, a-t-il crié. Nous sommes tes enfants. Nous avons un droit légal. En fait, non, ai-je répondu. J'ai parlé avec plusieurs avocats. Mon testament est inattaquable. Vous n'aurez rien, et vous ne pourrez pas le contester avec succès. Tout ça à cause d'une histoire de médicaments? A-t-il dit. Maman, je suis désolée. J'aurais dû aider. J'étais stressée par le boulot. Je ne réfléchissais pas clairement. Tu réfléchissais assez clairement pour me dire de mieux gérer mon budget pendant que tu achetais une nouvelle voiture. Ai-je dit. Ce n'est pas juste. La vie l'est rarement. Tu m'as appris ça quand tu as bloqué mon numéro pendant 3 mois l'année dernière, parce que j'appelais trop souvent. Je ne t'ai pas bloqué. Si, ai-je dit. J'ai appelé ton bureau. Ta secrétaire m'a dit que tu avais ajouté mon numéro à ton filtre anti-spam. Il n'a rien eu à répondre à cela. Je ne fais pas ça pour vous punir, ai-je continué. Je fais ça parce que Nathan est le seul qui le mérite. C'est le seul qui m'a traité comme une personne au lieu d'une obligation. Alors c'est ça? A-t-il dit. On est juste coupé? A-t-il dit. Vous vous êtes coupé vous-même il y a des années? Ai-je dit. Je ne fais que le rendre officiel. Il a raccroché sans dire au revoir. Comme d'habitude, les mois suivants ont été difficiles. Mitchell et Patricia ont essayé différentes approches. La culpabilisation, la colère, la négociation, les promesses de faire mieux. Patricia s'est présentée chez moi 2 fois de plus. Une fois avec des larmes, une fois avec des menaces de poursuites judiciaires. Nathan a eu du mal avec ça. Grand-mère, ce sont quand même tes enfants,
a-t-il dit un soir. Peut être que tu devrais leur donner une autre chance. Mon chéri, ai-je dit doucement, je leur ai donné des chances pendant des années. Ils n'en veulent une maintenant que parce qu'ils savent ce qu'ils perdent. Je me sens coupable, a-t-il admis. Tu ne prends rien, ai-je dit. Je te donne ce que tu as gagné par des années de gentillesse et d'amour. Ils ont eu les mêmes opportunités. Ils ont choisi différemment. La fondation au nom de Gérald s'est développée rapidement. Nous avons aidé des milliers de seniors à payer leurs médicaments. J'y faisais du bénévolat 2 fois par semaine, rencontrant des gens qui me rappelaient qui j'aurais pu être, des gens qui luttaient vraiment, dont les enfants les avaient vraiment abandonnés. Nathan a été diplômé de l'OSU avec les honneurs. Il a trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif, quelque chose qui comptait pour lui. Il n'avait pas besoin de courir après l'argent, il en avait assez. Plus important encore, il avait un but. Il a épousé Rebecca 2 ans plus tard. Patricia et Mitchell n'ont pas été invités au mariage. Tu es sûr? Ai-je demandé à Nathan quand il adressait les invitations. Ils n'ont pas le droit de rater ma vie pendant des années et de se pointer pour les grands moments, a-t-il dit. En l'entendant dire cela, j'ai su que j'avais fait le bon choix. Le mariage était magnifique, petit, intime, rempli de gens qui tenaient vraiment les uns aux autres. Nathan et Rebecca ont écrit leurs propres vœux. Quand Nathan a promis de toujours être présent, de toujours répondre à l'appel, ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce. J'avais 78 ans au mariage. Ma santé était bonne, mais je savais que le temps était compté. J'ai encore mis à jour mon testament, partageant tout entre Nathan et la fondation. Rebecca y était désormais incluse aussi. Mitchell a envoyé une carte pour le mariage. Juste une carte, pas de cadeau, pas de vraies félicitations. À l'intérieur, il avait écrit « J'espère que tu es content de tes choix ». Patricia n'a rien envoyé du tout. 3 ans après le mariage, on m'a diagnostiqué une maladie cardiaque. Rien qui ne menace ma vie dans l'immédiat, mais un rappel que la fin vient pour tout le monde. Nathan m'a accompagné à chaque rendez-vous. Il posait des questions que les médecins n'attendaient pas d'un jeune homme. Il me tenait la main pendant les moments effrayants. Mitchell l'a appris par Facebook. Il a appelé, sa voix tendue par une inquiétude qui aurait pu être sincère, ou qui concernait peu, être l'héritage. Maman, Nathan a posté. Tu es malade. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Serais-tu venu? Ai-je demandé. Silence. C'est ce que je pensais. Je suis toujours ton fils, a-t-il dit. Le es-tu? Ai-je demandé. Qu'as-tu fait pour mériter ce titre au cours de la dernière décennie? C'est cruel, a-t-il aboyé. Tu es délibérément cruel. Non, Mitchell, ai-je dit calmement. Cruel, c'était de dire à ta mère de mieux gérer son budget quand elle avait besoin d'aide. Cruel, c'était de bloquer son numéro. Cruel, c'était d'oublier son anniversaire 3 années de suite. Quand tu mourras, j'y contesterai ce testament. Libre à toi d'essayer, ai-je répondu. Tu dépenseras plus en avocat que ce que tu ne toucheras jamais. J'y ai veillé. Il a raccroché. C'était la dernière fois que nous nous parlions. Patricia a essayé une approche différente. Elle a commencé à envoyer des cartes, à appeler chaque semaine, à demander des nouvelles de ma santé. C'était trop tard et trop transparent, mais une partie de moi appréciait l'effort. « Tu sais, je ne peux pas changer le testament, lui ai-je dit lors d'un appel. « Je sais, dit-elle doucement. Je veux juste. Je ne veux pas que tu meures en pensant que je ne tiens pas à toi. Est-ce que tu tiens à moi? Ai-je demandé. Ou est-ce que tu te soucies de ce que les gens penseront si tu sembles ne pas t'en soucier? Elle n'a pas répondu. Ma santé s'est stabilisée. Les médecins étaient optimistes. Je pourrais avoir encore 10 ans. Peu, être plus. J'avais l'intention de bien les utiliser. La fondation s'est étendue. Nous avons lancé un programme jumelant de jeunes bénévoles avec des seniors isolés. Voir ces relations se développer, voir des jeunes choisir la gentillesse, cela a guéri quelque chose en moi. Nathan et Rebecca ont eu une fille 2 ans après mon diagnostic. Ils l'ont nommée Georgia,
d'après mon deuxième prénom, tenir mon arrière-petite-fille, voir Nathan être le père que j'avais espéré que Mitchell serait. Quelque chose s'est apaisé dans ma poitrine. La paix peut être, ou la justice, ou simplement la certitude d'avoir fait le bon choix. Patricia est venue à l'hôpital à la naissance de Georgia, sans invitation. Mais elle était là, debout dans l'encadrement de la porte, regardant Nathan avec sa fille. « Il est doué pour ça », dit-elle doucement. « Il l'est. » « Je ne l'étais pas », a-t-elle admis. « Je sais. » Elle a hésité. « Est-ce que tu penses qu'il est trop tard pour moi d'avoir une relation avec lui ?» J'ai regardé ma fille. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait 58 ans maintenant. Des fils gris parsemaient ses cheveux. Des rides entouraient ses yeux. Elle avait l'air fatiguée, triste, petite. « Ce n'est pas ma décision, ai-je dit. » Elle a hoché la tête lentement. « L'histoire de l'argent, » dit-elle. « Je comprends pourquoi tu l'as fait. Je n'aime pas ça, mais je comprends. »« Ah bon ?» ai-je demandé. « Tu voulais savoir qui se manifesterait, » dit-elle. « Je ne l'ai pas fait. Nathan l'a fait. » Elle a dégluti difficilement. « J'ai été une terrible fille. Tu as été absente. » Ai-je corrigé. « Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est assez proche. » Elle s'est approchée, la voix tremblante. « Je suis désolée de ne pas avoir été là, de n'avoir appelé que quand je voulais quelque chose, d'avoir appris à Nathan que la famille était optionnelle. » C'était la première véritable excuse qu'elle me présentait. « Les excuses sont appréciables, » ai-je dit. « Mais elles ne changent rien. Je sais. » Elle a regardé le bébé Georgia avec des larmes dans les yeux. « Est-ce que je peux au moins essayer d'être une meilleure grand-mère que je n'ai été une mère ?» J'ai regardé Nathan. Il avait observé l'échange. Rebecca se tenait à ses côtés, leur fille dans ses bras. « C'est à Nathan et Rebecca de décider, » ai-je dit. Nathan a étudié sa mère pendant un long moment. Les mains de Patricia tremblaient alors qu'elle prenait sa petite fille. Elle a pleuré doucement, ses larmes tombant sur la couverture du bébé. Peut être que certaines personnes peuvent changer, peut être qu'il faut tout perdre pour apprendre ce qui compte vraiment. Je ne savais pas. Ce que je savais, c'est que le testament ne changerait pas. L'héritage de Patricia restait nul. Mais peut être que Georgia méritait de connaître sa grand-mère, même imparfaite, essayant de faire mieux tard dans sa vie. Mitchell never came around. He sent a gift for Georgia. Expensive, impersonal. He didn't visit. Selon Nathan, il a commencé à raconter aux gens que je souffrais de démence, que j'avais été manipulée pour changer mon testament. L'histoire le faisait paraître sous un meilleur jour. Le fils lésé, la mère confuse. Laisse-le raconter ses histoires. Je connaissais la vérité. J'ai 83 ans maintenant. Ma maladie cardiaque est gérée. Je prends mes médicaments, que je peux tous largement m'offrir. Nathan et Rebecca vivent à 10 minutes d'ici. Georgia a 5 ans et m'appelle Xi. Je les vois presque tous les jours. La fondation a aidé plus de 50 000 seniors. Nous nous sommes étendus dans 12 États. Quand je mourrai, elle continuera, financée à perpétuité. Patricia rend visite 1 fois par mois. Elle apporte des cadeaux à Georgia, prend des nouvelles de ma santé, essaie de rattraper le temps perdu. Elle sait qu'elle n'est pas dans le testament. Elle l'a accepté, ou du moins a cessé de se battre. Peut être que ses excuses étaient réelles. Peut être qu'elle veut sincèrement une relation maintenant. Je ne le saurai jamais avec certitude. Mitchell ne m'a pas parlé depuis 3 ans. Parfois, je me demande si j'ai été trop dure, si j'aurais dû leur donner plus de chance, être plus indulgente. Puis je me rappelle la nuit où Nathan a conduit à travers l'obscurité pendant 400 miles, portant de l'argent qu'il ne pouvait pas se permettre de donner, juste pour s'assurer que sa grand-mère allait bien. C'est ça, l'amour. Un amour réel, sans complications. Tout le reste n'est que du bruit. Mon avocat garde le testament dans un coffre-fort sécurisé. Nathan sait où tout se trouve, comment tout fonctionne. Quand mon heure viendra,
Il n'y aura pas de surprise, pas de lecture dramatique, juste la vérité toute simple. J'ai tout laissé à la personne qui m'a aimé quand je n'avais rien. 400 millions de dollars m'ont acheté beaucoup de choses. Une belle maison, une sécurité financière, la capacité d'aider des dizaines de milliers de personnes. Mais la chose la plus précieuse qu'il m'ait achetée, c'est la clarté, la certitude absolue de savoir qui était ma vraie famille. Et il s'avère que la vraie famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question de savoir qui se manifeste, qui conduit à travers la nuit. Il reçoit tout,